Conseil des ministres après le remaniement technique de l'exécutif central. Top Congo FM. Les éléments de la coalition RDF 123 ont incendié des maisons du côté de Mweso et Bukombo dans le territoire de Massissi au Nord Kivu après des combats avec les forces d'autodéfense. Ces insurgés ont aussi tué 5 personnes dont 2 pasteurs. Top Congo FM. Détention de Jean-Marc Kabunda. Kabunda, son parti politique, continue d'exiger sa libération immédiate et sans condition. Le porte-parole de l'Alliance pour le changement estime que la rue reste le dernier recours pour obtenir la relaxation de son président, détenu selon lui illégalement. Top Congo FM. Le conflit armé qu'a connu la région du Kasaï durant le phénomène Kamuna Tsapu a occasionné la séparation de plus de 700 couples. Grâce à l'appui du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 40 familles viennent d'être réunifiées dans les provinces du Kasaï central et celle du Kasaï. C'est après des plaidoyers menés notamment par l'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral. Top Congo FM. Une école et un centre hospitalier seront construits dans le territoire de Manono, dans la province de Tanganyika. Ils seront construits par le service national en mémoire de Feu Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est le commandant du service national qui l'annonce. Le général Kassongo Kabwik précise que 20 000 tonnes de maïs seront produits cette année. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, premier conseil des ministres après le réaménagement technique du gouvernement. La 92e réunion du conseil des ministres autour du président de la République s'est déroulée vendredi à la Cité de l'Union africaine. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. La communication du chef de l'État, point d'information, approbation d'un relevé des décisions du conseil des ministres et enfin examen adoption d'un dossier. Le président de la République a rappelé à cette nouvelle équipe qu'être ministre n'est pas un privilège, mais une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer au nom de l'intérêt général. Dans une interview accordée à la presse, le Premier ministre est revenu sur le programme du gouvernement et l'engagement de chaque membre pour atteindre les objectifs assignés. Jean-Michel Sama est au micro de Walter Couille. Nous avons reçu, surtout ce jour, des orientations claires de son Excellence Monsieur le Président de la République sur les secteurs prioritaires qui sont toujours d'ailleurs les nôtres, que nous avons toujours eu, notamment la question de la sécurité qui reste une priorité des priorités, mais en sus la question du social en général, qui comprend bien sûr le pouvoir d'achat et à côté de celui-là, ces questions qui concernent la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement, mais les autres réformes phares dans lesquelles nous nous sommes également lancés. Ça veut dire la question de l'environnement, parce que nous nous portons comme pays solution, et les grandes réformes que nous avons dans l'administration, au niveau de la fonction publique, sans oublier que bien sûr nous sommes dans une allée électorale où nous avons aussi les missions et les obligations d'accompagner la CENI, tant du point de vue financier que du point de vue sécuritaire. C'est vraiment là l'ensemble des missions qui ont été données. Bien sûr que les autres questions sur lesquelles nous sommes engagés en termes de réforme ne vont pas rester en laisse. Nous allons continuer. Chaque ministre sectoriel a le devoir de redoubler d'efforts dans les actions déjà accomplies dans le cadre du gouvernement pour faire mieux et vraiment rencontrer sa vision telle qu'elle a été traduite dans le programme du gouvernement qui avait été défendu au Parlement le 26 avril de l'année 2021. Le Premier ministre Jean-Michel Sama au cours du Conseil des ministres, il a été également question de la situation sécuritaire à l'est du pays et également dans le Grand Bandundu. Parlant de la situation à l'est du pays, les éléments de la coalition RDF 123 ont incendié des maisons du côté de Mweso et Bukombo dans le territoire de Massissi au Nord Kivu après des combats contre les forces d'autodéfense. C'est le président de la société civile du territoire de Rutshuru qui l'annonce. Jean-Claude Bambazé précise que les insurgés ont aussi tué 5 personnes, dont 2 pasteurs. On l'écoute. Il y a une accalmie dans certains axes, mais il y a aussi des affrontements dans d'autres axes, notamment du côté de Mweso et Bukombo. La M23 RDF ont incendié beaucoup de maisons vers Bukombo. Ont tué en tout cas à peu près, je crois, 5 personnes, dont 2 pasteurs. Et il y a aussi même des maisons, quelques hôtels aussi au niveau de Bukombo qui ont été incendiés aujourd'hui. Les éléments de la coalition RDF 23 étant toujours d'avancer et de conquérir des positions, notamment autour de Goma.
Bon, en tout cas, il faut dire que autour de Goma, il y a eu une accalmie, hein, bien que ils ont toujours renforcé leur position, mais c'est plutôt vers l'ouest, du côté de Mousse, où il y a eu des avancées, où ils ont tenté encore de récupérer d'autres localités, notamment du côté de Kashuga, où il y a eu beaucoup d'affrontements ces 2 derniers jours. Est-ce que les éléments des RDF continuent de venir en renfort aux éléments qui sont déjà en RDC? Bon, entre ces 2 jours ici, on n'a pas signalé les renforcements. Et quelle est la position des FARDC en ce moment? Bon, il faut dire que les FARDC sont toujours dans le cessez-le-feu, comme ils ont toujours été respectifs de cessez-le-feu. Jean-Claude Bambazé de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu, et puis les troupes ougandaises, l'UPDF, ces éléments sont bel et bien sur le sol congolais dans le cadre de la force régionale de l'East African Community. Le commandant de cette force, le général Jeff Niaga, l'a confirmé vendredi à la presse à Goma. Allons croire, c'est au moins 1000 militaires constituant la première vague qui se déploie déjà dans certaines positions abandonnées par les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Il affirme que leur arrivée ainsi que le retrait des éléments de la coalition RDF M23 se font plutôt de manière ordonnée et séquencée afin d'éviter des problèmes avec des populations locales. Écoutez le général Jeff Niaga, commandant de la force régionale de l'EAC, qui s'est exprimé en Swahili. Ses propos sont traduits par Jonathan Kombi. Dans nombreux accords entre les États à travers le monde, il est interdit d'entrer sur les sols de son voisin pendant la nuit, surtout pour les militaires. Il est conseillé d'entrer pendant la journée, au vu et aussi de toute la population. Alors, les troupes ougandaises ne viennent pas s'installer dans Bunagana. Il y a donc des principes, l'armée déjà arrêtée Kantassé. Ils sont entrés ce vendredi matin, mais à environ 6 km de Bunagana. Ils passent donc par là pour rejoindre leur position. Les Ougandais seront dans des positions peu éloignées de la cité pour éviter des problèmes avec des civils. C'est pas 5 militaires qui arrivent. La première vague est constituée de 1000 soldats. C'est important de préparer leur arrivée. Savoir où ils seront cantonnés, est-ce que ça ne va pas causer de problème avec la population? Voilà autant de préalables. La RDC est un pays souverain et nous devons du respect aux Congolais. Nous ne pouvons pas pénétrer une zone qui n'est pas occupée par ses habitants. Les Ougandais sont arrivés ce matin, oui. Au sujet du retrait du M23 de Bunagana, je dois être clair envers vous. C'est un processus qui se passe de manière ordonnée et séquencée. Nous ne voulons pas de problèmes avec la population locale. Ce que nous faisons n'est pas facile. Même à Sake, Karuba, Mouchake, Kilolirwe. Et je vous invite d'ailleurs demain pour constater notre avancée vers Kichanga. Ça doit se passer de manière professionnelle pour éviter des problèmes avec la population. Le commandant de la force régionale de l'East African Community, le général Jeff Niaga, des propos traduits du swahili en français par Jonathan Kombi, qui est à Goma dans la province du Nord Kivu. Dans le territoire de Kwamut, on parle insécurité. Au moins 34 personnes ont été tuées au mois de mars dans cette partie de la province de Maïdombe. À cela s'ajoutent plus de 100 disparus lors de l'attaque contre une embarcation sur le fleuve Congo. À l'occasion de l'ouverture de la session de mars, l'Assemblée provinciale de Maïdombe plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires afin de mettre fin à l'insécurité. Son président Léonard Makambo alerte aussi sur la situation humanitaire précaire des déplacés qui sont à ce jour sans assistance. On l'écoute au micro de Jonathan Messa. Mon discours d'ouverture fait un appel pressant au gouvernement de la République pour l'insécurité qui a repris dans les territoires de Kwamut et du nombre important de déplacés, plus de 50 000 déplacés, que l'action humanitaire vienne au secours de ces déplacés pour qu'ils regagnent leurs villages respectifs et que le gouvernement de la République renforce la sécurité par l'envoi des FARDC. J'ai aussi demandé à mes collègues députés et aux politiciens du Maïndo que c'est une session qui se tient à la veille des élections générales de décembre 2023. J'invite les uns et les autres d'éviter d'embraser le fonctionnement des institutions provinciales par des motions, des positionnements pour des fins électorales. Que le contrôle soit fait pour améliorer le travail pour l'intérêt supérieur de notre population qui
qui seul décidera des vrais candidats à élire aux élections du décembre. Léonard Makambo, le président de l'Assemblée provinciale de Maïdombe, dans la province de Haut-Katanga. On parle de la découverte d'une vingtaine de corps sans vie au quartier Kilobelobé, dans la commune de Kapemba, dans la ville de Lubumbashi. Le caucus des députés nationaux du Grand Katanga dénonce et exige des enquêtes. Les membres de ce caucus sollicitent de l'Assemblée nationale la création d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur cette situation. Ce caucus s'oppose également à l'examen de la proposition de la loi Tchani à la Chambre basse du Parlement et exige son retrait pur et simple. Justin Kilouba est président du caucus des députés du Grand Katanga. Déplorons l'insécurité généralisée que vit la population de Lubumbashi, car il ne se passe pas un seul jour sans que des corps emballés dans des sacs en gîte ne soient ramassés dans le marécage ou dans certains coins de la ville. Demandons au bureau de l'Assemblée nationale la constitution d'une commission d'enquête pour faire éclater la vérité sur ces sombres événements et que les responsables répondent de leurs actes. Exigeons au gouvernement central et provincial de prendre leurs responsabilités régaliennes en vue d'assurer la sécurité de la population katangaise, faute de quoi le rassemblement des députés katangais fera recours aux dispositions légales. Nous nous opposons, à l'instar d'autres acteurs, tant nationaux qu'internationaux, aux principes énoncés par la loi Tchani et exigeons son retrait pur et simple du calendrier de nos travaux parlementaires. Enfin, tout en étant de cœur avec les familles éprouvées, les députés katangais membres du rassemblement leur présentent les condoléances les plus attristées. Justin Kilouba, président du caucus des députés du Grand Katanga. Pour rappel, la gouvernance sécuritaire et paix du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga avait fait état de massacres perpétrés par certains commandos, occasionnant ainsi plus de 25 morts, selon la société civile locale, qui le dit dans un communiqué de presse signé mardi. Les jeunes tués seraient du parti politique UNAFEC. Certains sont morts par balle et d'autres par noyade. Dans la province de la Mongala, les services de sécurité viennent de mettre la main sur les présumés auteurs du meurtre de 4 jeunes à Bumba. Pour rappel, les corps de ces personnes ont été retrouvés sans vie dans la rue la nuit du 14 au 15 mars dernier. Confirmation avec Nestor Magbadou, il est porte-parole du gouvernement provincial de la Mongala. Après les tueries odieuses et macabres qui ont endeuillé la ville de Bumba, les services de sécurité viennent de mettre la main sur de présumés auteurs de ces bourdes mortelles et toutes les batteries sont mises en musique pour qu'ils soient déférés devant leurs juges naturels. C'est la raison pour laquelle le gouverneur de province de la Mongala, son Excellence Maître César Limbaya Mbangisa, félicite les services de sécurité pour la promptitude et la célérité avec lesquelles ils ont réagi et les encourage à ramollir davantage leur professionnalisme a fait de venir à bout de ces scélérats meurtriers. C'était donc le porte-parole du gouvernement provincial de la Mongala. Et puis le gouverneur Christophe Baziani doit encore multiplier les efforts pour mettre fin à l'insécurité et au vol à main armée enregistré dans la ville d'Isiro, dans la province du Haut-Uélé. C'est le vœu exprimé par les parlementaires de cette province à l'ouverture de la session ordinaire de mars dans la capitale de la province Isiro. Plus de 10 cas de vol à main armée signalé dans l'espace d'un mois dans la ville. On écoute à ce sujet Afounde Afokenda, le président de l'organe délibérant du Haut-Uélé, au micro d'Alain Panguimo, le correspondant de Top Congo dans la province du Haut-Uélé. Nous sommes vigilants avec toute la population du Haut-Uélé pour dénoncer toute présence de brebis galeuses responsables de l'insécurité. Le cas de vol à main armée et de banditisme criant sont encore une fois observés. Il a été constaté une accalmie suite aux actions menées par l'exécutif provincial ainsi que les services de sécurité. C'est ici le lieu d'exprimer nos reconnaissances à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Christophe Baziani Nanga, pour ses efforts qui ne doivent pas relâcher. Néanmoins, à Isiro et dans quelques quartiers de communes de cette ville, il est enregistré des cas de vol par des bandits en main armée
cambriolages, notamment dans les avenues Somana, Ibambi et dans la cellule pique-nique. Je pense dans d'autres territoires aussi peut en avoir. Le besoin de se structurer dans la Grande Orientale se fait sentir. Pour y arriver, il faut l'éveil des consciences, l'unité pour l'émergence politique et socioculturelle. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, Afoundé Afugenda. Et puis dans la province de l'Équateur, il y a également ouverture de la session de mars. Cette session va se focaliser d'abord sur les différentes problématiques liées aux services publics basés dans la province qui reste en suspens depuis la dernière session. Lors de la cérémonie d'ouverture, Marie-Josée Molebo, présidente de l'organe délibérant, a commencé par mettre en garde ceux qui cherchent à déstabiliser la province. On l'écoute au micro de Béro Matanda. Nous demandons à tous les fossoyeurs et les détracteurs de l'Équateur qui ne jurent que sur la déstabilisation des institutions d'ôter leurs mains de cette province car elle n'est pas une mine à exploiter ou une terre à dévaliser en évitant tous les actes de nature à freiner le développement de notre province contrairement aux aspirations de notre population. Et nous saluons de plus l'initiative du président de la République tendant à créer un fonds pour la promotion des droits des femmes, chose qui permettra, j'en suis convaincu, une réelle et véritable autonomisation de la femme. En guise de rappel, vous conviendrez avec moi qu'il y a déjà quelques mois où les travaux du projet de développement local des 145 territoires sont en train d'être exécutés dans tous les territoires. C'est ainsi que pour la réussite des 10 travaux, nous demandons l'implication de tout le monde, de soutenir les entreprises commises à l'exécution du projet en jouant chacun sa partition au regard de ses compétences. Marie-Josée Molebo, la présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Dans la province du Kasaï oriental, on parle de la présence des opérateurs chinois dans le polygone de la MIBA. Une question écrite a été adressée au directeur général intérimaire de la minière de Bakwanga par le sénateur Ogi Ilunga. La correspondance a été déposée à la Chambre haute du Parlement. Depuis quelques mois, une société chinoise est en train de s'installer dans la concession de la MIBA. Selon le sénateur Ogi Ilunga, cette présence énerve la loi et dérange les intérêts de la minière de Bakwanga. Interpellé par la population qui attend la promesse du chef de l'État, celle de relancer la minière de Bakwanga, l'élu des élus du Kasaï oriental veut des réponses claires. Le sénateur Ogi Ilunga est au micro de Walter Kouy. Au même moment que la superficie de la MIBA est en train d'être réduite par la spoliation de certains terrains, une société chinoise dénommée Bixiu est en phase d'installation pour l'exploitation des gisements de la boucle de Dibindi contenant des diamants blancs, ce qui retire cette boucle de Dibindi du plan de relance de la MIBA qui est déjà élaboré et approuvé. Par quelle procédure cette société chinoise présentée comme une coopérative minière est arrivée au sein du polygone de la MIBA? Y a-t-il un contrat entre Bixiu et la MIBA? Le gouvernement central, à travers ses ministères des mines et portefeuilles, a-t-il donné son quitus? Voilà autant de questions qui nécessitent la lumière de la part du directeur général AI de la MIBA afin d'éviter de bloquer les processus de relance de cette société. Car la peur de l'instauration d'une certaine mafia est ressentie tant au sein de la MIBA elle-même que de la population avertie des Mbujimaï. Le sénateur Ogi Ilunga. Entre-temps, les conseillers de la République reprennent le chemin de l'hémicycle ce samedi 1er avril. C'est dans le cadre de leur session ordinaire. Selon le rapporteur du Conseil économique et social René Gongo, la cérémonie d'ouverture est prévue à 10h dans la salle des spectacles du Palais du Peuple.
Détention de Jean-Marc Kabound à Kabound. Son parti politique continue d'exiger sa libération immédiate et sans condition. Le porte-parole de l'Alliance pour le changement estime que la rue reste le dernier recours pour obtenir la relaxation de son président, détenu selon lui illégalement à la prison centrale de Makala depuis près de 10 mois. Ghislain Mwanji prévient également qu'en cas de non-tenue des élections, l'actuel chef de l'État et tout son régime seront réputés démissionnaires. Le porte-parole du parti de Jean-Marc Kabound à Kabound est au micro de Mamichela. Par rapport à la situation du dossier judiciaire de notre président, ce n'est plus aujourd'hui à prouver qu'il s'agit d'un acharnement politique transplanté en des poursuites judiciaires au contour juridique factice par les pouvoirs en place. Et l'Alliance pour le changement continue à décrier un acharnement politique. L'Alliance pour le changement réitère son combat pour dénoncer cette dérive dictatoriale, dénoncer les dénis de justice qu'il y a dans ce procès, et en même temps, nous allons marcher et mobiliser tout notre peuple pour exiger la libération de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound et enfin la cessation de ces poursuites de la honte. Nous avons fait de notre partie Est aujourd'hui la zone la plus insécurisée du monde avec plus de 120 groupes armés et en plus la zone la plus confrontée à la crise humanitaire la plus inquiétante du monde aujourd'hui. À défaut que les élections soient tenues dans le délai constitutionnel, nous, l'Alliance pour le changement, nous estimons et nous attendrons que le régime Tshisekedi soit réputé démissionnaire. La rue devient notre dernier recours. Donc nous appelons le peuple congolais à être mobilisé ce lundi 3 avril 2023 pour marcher avec nous lors d'une marche pacifique que notre parti a convoquée dans le rue de Kinshasa pour exiger la libération du président Jean-Marc Kabound à Kabound et pour exiger la tenue des élections dans les délais. Ghislain Mwanji, le porte-parole de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound. Les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. Déclaration faite par le procureur près la Cour de cassation. Firmin Bondé s'est exprimé au terme d'une inspection de 10 jours effectuée au parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, suivie d'une journée porte ouverte. Au cours de cette journée porte ouverte pendant 6 heures, Firmin Bondé et son équipe ont reçu plus de 70 justiciables. Il s'est agi des personnes ayant leur dossier en souffrance dans ce parquet. Parlant de la journée porte ouverte qu'il qualifie d'exercice démocratique, Firmin Bondé en a expliqué l'importance. Il est au micro de Ginorema Bureau du Charisme. Aura été un exercice pragmatique et pratique qui permet aux justiciables d'entrer directement dans une certaine, disons-le, confrontation avec les magistrats près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete sous la supervision du procureur général près la Cour de cassation et des magistrats qui m'entourent. Je crois que vous avez eu à constater que des magistrats ont été interpellés, ont eu à donner des réponses séances tenant par rapport aux inquiétudes justiciables et que nous avions sur le champ aussi, non pas seulement répondu, mais aux magistrats qui n'avaient pas bien fait leur travail, nous les avons orientés. Les justiciables sont informés désormais que le ministère après la Cour d'appel de Kinshasa-Matete a aussi un supérieur sous mon autorité. Ils sont encadrés, ils sont redimensionnés, ils sont interpellés. Et cet exercice ne se limitera pas à cet office. Nous l'avons déjà fait à Lubumbashi et nous allons l'étendre à toutes les provinces. C'est-à-dire il y aura une inspection. Au terme de chaque inspection, il y aura une journée porte ouverte qui permettra à tous les justiciables de pouvoir s'exprimer librement et devant les magistrats envers qui ils ont des petits pépins, de sorte que nous pouvons trouver des problèmes à leur solution au même moment qui les expriment. Voilà le mérite, non seulement pour les magistrats d'être recadrés, mais d'être formés, d'être augmentés dans leur capacité de connaissance, de renouveler tant soit peu leurs aptitudes. Le procureur après la Cour de cassation, Firmin Bondé, sont enfin libres. Il s'agit des étudiants de l'Institut supérieur de technique médicale de l'Odja dans la province du Sankourou. Ces étudiants, une dizaine au total, étaient appréhendés par les éléments de la police nationale congolaise au moment où ils manifestaient pour dire non au paiement de plus de 500 000 francs congolais comme frais académiques à payer pour cette année, les jugeant exorbitants. Le directeur général de l'ISTEM, l'Odja, confirme l'information à Top Congo FM sans commentaire. Une école et un centre hospitalier seront construits dans le territoire de Manono, dans la province de Tanganyika. Ils seront construits par le service national en mémoire de feu musée Laurent Désiré
Kabila. C'est le commandant du service national qui l'annonce. Le général Kasongo Kabuik précise que près de 25 écoles seront construites cette année. On l'écoute. La province du Tanganyika, je suis allé principalement sur l'instruction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise ainsi que du service national, pour lancer les travaux de construction d'une école et d'un hôpital en hommage à l'ancien président de la République, M. Laurent Désiré Kabila. Et les travaux là-bas vont démarrer quand? La semaine prochaine, parce que nous avons déjà tout. Au moment où je vous parle, il y a des camions qui sont déjà en route vers là-bas. On nous a donné un grand espace parce que nous comptons à la rentrée scolaire, les enfants puissent déjà étudier dans les bâtiments qui seront construits par le service national. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport aux ouvrages qui sont aujourd'hui construits par les bâtisseurs? Les travaux avancent bien. Nous avons 6 écoles en construction dans le Kasaï central. Quelques-unes qui sont déjà terminées. On a mis des bancs et tout. 6 autres écoles, un internat dans le Kasaï central. Et nous avons 8 écoles dans le Grand Katanga. Notamment à Kanyamaka, c'est l'école déjà, les enfants y sont. Nous avons le bâtiment pour abriter les bâtisseurs. À Kamina, dans les territoires du Olomami et à Kabondo Dianda. Les travaux vont être lancés d'ici un mois. Dans les territoires de Sandoa et de Kapanga, dans la province du Lualaba, les travaux vont être lancés d'ici 45 jours. Dans les 2 mois qui suivent, on va construire une école et un hôpital à Kongolo, ainsi qu'à Moba. Les travaux de reconstruction vont bien et surtout que nos 2 bataillons sont déjà prêts à être déployés. D'ici 5 jours, ils vont commencer déjà à être déployés dans les différents territoires. Dans nos prévisions, pour cette année, d'ici la rentrée scolaire, nous allons avoir entre 22 et 25 écoles opérationnelles. Dans le programme que nous avons établi, l'année prochaine, nous comptons construire 100 écoles sur l'ensemble des territoires, de telle sorte que d'ici mi-2025, on ait au moins une école construite par le service national dans chaque territoire. Il ne faut pas confondre ce que nous sommes en train de faire avec le programme de 145 territoires du gouvernement. Et moi, je te parle seulement du programme d'action du service national. Et en ce qui concerne la récolte des maïs, tout se passe bien. Le général Kasongo Kabuik annonce une production de 20 000 tonnes cette année. En ce qui concerne la récolte, nous sommes à 90% prêts pour la récolte qui va débuter le 20 mai à Kanyamaka CC. Mais la récolte est déjà en cours dans le Kasaï central à Tatouabi et pourra peut-être terminer d'ici 2 semaines. Dans le territoire de Miabi, au village Katende, la récolte aussi est en cours. Je crois que d'ici 3 semaines, elle pourra prendre fin. Vous prévoyez une production de combien de tonnes de maïs cette année? 20 000 tonnes. L'année passée, on a été à 12 000 tonnes et cette année, on va arriver à 20 000 tonnes. Au même moment que nous sommes en train de faire la récolte, nous sommes en train déjà de commencer les travaux de la campagne agricole 2023-2024 où nous comptons fournir des efforts afin de produire 35 à 40 000 tonnes. Le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabuik, le commandant du service national. Le conflit armé qu'a connu la région du Kasaï durant le phénomène Kamuna Tsapu a occasionné la séparation de plus de 700 couples. Grâce à l'appui du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 40 familles viennent d'être réunifiées dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï. C'est après des plaidoyers menés notamment par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral afin d'abolir les amendes infligées aux femmes victimes de viols qui ne devraient plus payer ni chèvres ni poules. Détail Alain Saveur-Makoba. C'est un ouf de soulagement pour les familles séparées durant les phénomènes Kamuna Tsapu qu'avait connu la région du Kasaï. 40 familles viennent d'être réunifiées à Chikapa et à Kananga par l'ONG FMDI, ce qui ramène à plus de 70 le nombre de familles déjà réunifiées dans cette région, comme l'explique Nathalie Kambala, directrice pays de cette ONG. À ces jours, l'année passée, cette année, FMDI, avec l'appui du ACR, nous avons réunifié 82 couples avec une enveloppe de autant d'argent. Je tiens à remercier très sincèrement le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié pour avoir appuyé ces 2 grandes activités. Avec la même agence onisienne, les femmes rapatriées, retournées et déplacées ont été aussi formés par FMDI sur les numériques. Vous savez qu'actuellement, le numérique demeure au centre de la vie. Les femmes ne peuvent pas demeurer toujours en marge de cette réalité. Les populations qui n'ont pas encore accès à cette nouvelle technologie de l'information se retrouvent toujours plus marginalisées. C'est ainsi que nous sommes obligés d'apprendre les femmes, de leur donner l'information et commencer à les apprendre petit à petit comment accéder à toutes ces plateformes d'information de nouvelles technologies. Depuis sa création,
FMDI s'est notamment engagé dans la lutte contre les VBG et la défense des droits des femmes et des jeunes filles à travers les pays. Depuis la ville de Kananga, Alain Savert Makoba pour Top Congo FM. Mise en œuvre du baromètre national et sociétale des entreprises en RDC. L'objectif de ce projet est protéger et promouvoir les droits humains dans les domaines de l'exploitation des ressources extractives dans le pays. L'initiative est du Bureau d'études scientifiques et techniques en collaboration avec l'ONG AfriWatch. Une session d'information a été organisée jeudi à Kinshasa à l'intention de quelques entreprises et le service public autour de cette nouvelle initiative. Suivez tour à tour Philippe Rouvounanguiza, directeur du BEST, Bureau d'études scientifiques et techniques, et Richard Moukena, directeur des programmes des droits humains à AfriWatch. Ils sont au micro de Béro Matanda. Oui, nous avons, dans le cadre de ce processus, eu dès le départ ce que nous avons appelé un atelier de cadrage, au cours duquel nous avons discuté du périmètre RSE, responsabilité sociétale des entreprises, que le baromètre allait toucher pour sa première édition. Le baromètre RSE est un outil pérenne. Pour la première édition, nous avons identifié 4 piliers principaux que sont les droits humains, la protection de l'environnement, le développement communautaire et la sous-traitance. L'idée, c'est de voir quels sont les efforts que les entreprises fournissent dans l'aspect des droits humains, la participation des femmes, les déplacements des populations, les conditions de travail, etc. Dans la sous-traitance, on peut regarder quelle est la contribution des entreprises dans la création des richesses dans leur environnement d'opération et pour le développement communautaire aussi. Il n'existe pas suffisamment d'informations crédibles sur les secteurs des ressources minières au Congo, là où nous avons des entreprises qui déclarent et que le public a accès à ces informations-là. Ces cadres-là n'existaient pas et nous avons pensé qu'avec le projet baromètre national sur la RSE des entreprises, on peut maximiser, on peut collecter suffisamment d'informations qu'on peut mettre à la place publique pour permettre aux différents acteurs d'y recourir et de mener des actions dans le souci d'améliorer les pratiques des entreprises. Deuxièmement, c'est en fait de présenter un tableau qui évalue le niveau d'observance des obligations des entreprises par ces dernières. Vous avez suivi tour à tour Philippe Rouvounanguiza, le directeur du Bureau d'études scientifiques et techniques, et Richard Moukena, le directeur des programmes des droits humains à AfriWatch. Lancement officiel du projet Soukanaboul porté par le président de la République. Ce programme est destiné à financer à hauteur de plus d'$1 million 26 meilleurs projets d'entreprise conçus par des jeunes Congolais à travers une télé-réalité intelligente à raison d'un projet par province. Il s'agit d'une initiative du directeur général de Divo International, Deo Kassongo. Myriam Iraghi explique. Soukanaboul est un projet initié et produit par l'agence Divo International, financé par le président de la République, soutenu par le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, avec l'accompagnement des divers sponsors publics et privés. Il s'agit d'un programme qui vise la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Deo Kassongo est initiateur du programme et DG de l'agence Divo. Il explique son fonctionnement. Un projet qui va permettre à 20 personnes dans chaque province de la République démocratique du Congo de pouvoir s'inscrire à partir d'aujourd'hui sur un site internet afin de pouvoir proposer son idée prototype déjà mis en place qui pourrait fonctionner. Et sur ces 20 personnes, donc le nombre de provinces que nous avons, il y a 520 personnes qui vont être retenues, ensuite qui vont suivre une formation pour qu'on en garde 52 qui seront des finalistes. Et de ces finalistes-là, nous allons avoir 26 gagnants. 26 gagnants qui seront un gagnant par province. Ces personnes vont effectivement provenir des provinces. L'idée derrière, c'est que ces personnes puissent impacter leur écosystème de manière directe. La cérémonie s'est déroulée en présence de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes. Chantalie Lumulop parle de l'implication de la présidence dans ce programme. En mettant en place Soukanaboul par un privé qui va travailler avec le gouvernement, ça montre vraiment qu'ils ont bien compris c'est quoi la vision du président de la République pour tout ce qui est promotion de la jeunesse. Alors nous, ce qu'on va faire en tant que cabinet du président de la République, nous allons faire le suivi parce que c'est quand même sous le haut patronage du président de la République. Les jeunes ou groupes des jeunes intéressés par cette compétition Soukanaboul peuvent s'inscrire à l'adresse www.soukanaboul. Myriam Iraghi. Africa Global Logistique, c'est la nouvelle dénomination de Bolloré. Cette société change de nom après son acquisition par le groupe MSC. Cette nouvelle marque a été dévoilée au cours d'une cérémonie organisée en France et dans les 49 pays africains où le groupe Bolloré était installé. Détail Rémi
Moulingati. Selon le président de Africa Global Logistique, ce changement est non seulement des noms, mais aussi d'une nouvelle identité et d'une nouvelle ambition pour cet opérateur logistique multimodal et des références en Afrique. Philippe Labonne. Hors de l'appartenance au groupe MSC, nous allons pouvoir donner une autre envergure à notre entreprise, tant en matière d'investissement, en matière de qualité de service pour nos clients des activités logistiques, portuaires, ferroviaires et portuaires. Dans un communiqué de presse, AGEL renseigne que ses ambitions dans le groupe MSC est de continuer à contribuer à la transformation durable de l'Afrique et à développer des marchés émergents. Elle souhaite accompagner le continent en fournissant des solutions logistiques sur mesure, en améliorant la connectivité des territoires et en contribuant à la mise en place d'un écosystème logistique vertueux pour l'ensemble de ses parties prenantes. Philippe Labonne. AGL va être au cœur des grands défis de l'Afrique et nous participerons activement aux transformations de ce continent. Je mentionnerai 5 transformations majeures liées à nos métiers. Tout d'abord, le défi démographique. Nous accompagnerons la croissance en continuant à créer des emplois décents, à promouvoir des projets créateurs d'emplois pour les nombreux jeunes Africains et Africaines. Notez que l'AGEL dispose à ce jour plus de 250 agences logistiques et maritimes, plus de 22 concessions portuaires et ferroviaires, plus de 66 ports secs et 2 terminaux fluviaux. Rémi Moulingati, les chefs des petites et moyennes entreprises renforcent leur capacité en suivi et évaluation proposée par le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. La formation suivi évaluation des prestataires de services de développement aux entreprises ambitionne de rendre ces entreprises donc capables entre autres de construire un dispositif de suivi sur mesure permettant de mettre en œuvre efficacement leurs activités et de suivre la performance de leurs entreprises, concevoir et mettre en œuvre une démarche rigoureuse et efficace d'auto-évaluation. Détail, Jean-Simon Kwala. Selon les organisateurs, la formation vise principalement les responsables des PSD et les personnes affectées aux activités de suivi et évaluation, ainsi que les responsables du contrôle de gestion. Chantal Banguidi est experte en suivi et évaluation. L'objet de ma présence est de renforcer les capacités des prestataires de SDE en suivi et évaluation, afin que ces chefs d'entreprise puissent avoir les méthodes et outils pour concevoir des dispositifs de suivi et évaluation dans leurs entreprises pour en améliorer la rentabilité. Après cette formation, ce qu'on attend précisément, c'est que chaque structure puisse mettre en place un dispositif interne de suivi et évaluation afin de pouvoir mieux suivre ses propres activités. La composante SD du grand projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises qui vise à donner un coup de pouce à l'entrepreneuriat congolais a prévu une série de formations pour l'amélioration de la performance des prestataires SD. Jean-Philippe Mokwaki est chef de mission SD. Notre composante travaille sur la mise en place d'un marché de services. Vous avez d'un côté le prestataire SDE qui offre des services d'accompagnement aux micro, petites et moyennes entreprises, et de l'autre côté des PME qui ont besoin d'être accompagnés pour devenir performantes, pour se développer. Alors nous travaillons beaucoup sur la partie offre, sur la partie renforcement de capacité des prestataires SDE, dont nous avons prévu toute une série de formations qui visent en fait le développement de capacité de diversification des services qu'ils offrent. L'objectif poursuivi de toutes ces formations au PSD et de renforcer leur capacité de gestion et l'amélioration de leur capacité d'intervention. Jean-Simon Kwala. FBN, First Bank of Nigeria, change de dénomination. Le premier fournisseur de services d'inclusion financière du Nigeria s'appelle dorénavant First Bank. Ce changement de nom concerne 6 filiales, dont celle du Congo-Kinshasa, appelée First Bank RDC. Eric Lukoki a assisté à la cérémonie de débaptisation. Un éléphant en mouvement, c'est sans nul doute l'élément que l'on remarquera d'emblée dans le nouveau logo de la First Bank RDC, qui garde tout de même le bleu et jaune or, couleur traditionnelle de la FBN, son appellation d'autrefois. Olajide Aéroni, directeur général de First Bank RDC, sur des propos traduits. Le logo de First Bank a été rafraîchi en 2014. La masse de l'éléphant représente la force pour pouvoir avancer dans nos activités. Une nouvelle dénomination, un identifiant rafraîchi, mais au fait,
Pourquoi? Le changement de nom est mis en œuvre pour s'aligner sur la marque mère et tirer du solide héritage et du capital de marque accumulé par la First Bank Nigeria au cours de ce 129 années d'existence en tant que banque de premier plan et fournisseur de services financiers de premier plan dans l'industrie au profit de nos clients dans le monde entier. Ce changement garantira la clarté de la marque, son uniformité et sa cohérence sur les marchés respectifs où le groupe First Bank exerce ses activités. Et pas question pour les détenteurs des instruments financiers FBN de flipper, a tenu à rassurer le directeur général de First Bank RDC. We'll continue at this for a period of 3 months until we exhaust all the stock. Même si le changement de nom prend effet aujourd'hui 31 mars 2021, les cartes continueront à fonctionner normalement sans aucun changement jusqu'à l'expiration. Au moment du renouvellement de la carte après expiration, c'est alors qu'une nouvelle carte avec le logo First Bank DRC sera octroyée. Si vous avez un chéquier pour le moment et que vous le présentez au niveau de la caisse pour pouvoir effectuer une opération, vous serez honoré jusqu'à ce que tous les papiers sur votre chéquier viennent à épuisement. Nous nous sommes donné une période minimum d'au moins 3 mois pour pouvoir les changer. 3 mois, c'est aussi le délai que se donne First Bank RDC pour être identifié partout comme tel. Éric Lukoki. Nous avons tout pour devenir une puissance à condition que la recherche scientifique soit valorisée. Ces propos sont de Gilbert Kabanda, nouveau ministre de la Recherche scientifique et technologique. Il a pris officiellement ses fonctions jeudi dans la soirée. Il déplore que ce secteur soit jusqu'à ce jour laissé pour compte en RDC. Je vous propose d'écouter son speech lors de la cérémonie de remise reprise au micro d'Isabelle Mwango. Si nous voulons que le Congo soit une grande puissance, en Afrique, tout au monde, nous n'avons pas une grande puissance économique. Nous n'avons pas de voix. L'Amérique, la Chine, pour parler du géant qui est en train d'émerger. Il n'y a pas 40 ans, la Chine était un pays sous-développé comme nous, transformé en ce que nous connaissons aujourd'hui, la deuxième puissance économique. Sans donc recherche scientifique et technologique, la Chine ne serait pas le deuxième géant du monde. Malgré sa population, elle n'allait pas l'être, puisque la population, elle était déjà géante à la mort de Mao. Qu'est-ce qui nous reste? C'est chercher, à l'exemple de la Chine, à l'exemple de d'autres géants que vous connaissez et qui ont émergé, le secret de leur maîtrise de la science et de la technologie. Nous avons tout pour devenir une puissance, à condition que la recherche scientifique et technologique soit valorisée. Je l'ai dit au Premier ministre, je l'ai dit au Président de la République, on m'envoyait là-bas, je ferai comme j'ai fait à la Défense, où j'ai mis en place une politique de défense qui doit révolutionner l'armée. Eh bien, ici, si la politique scientifique et technologique n'est pas encore en place, je le ferai. Si elle est en place, je ferai en sorte qu'elle puisse être boostée et qu'elle puisse réellement produire des richesses nationales. Gilbert Kabanda, le ministre de la Recherche scientifique. Clôture du mois de la femme. Les prestataires féminins de la maternité de Kitambo ont été conscientisés sur la situation de leurs droits et ceux des femmes qu'elles prennent en charge pour ainsi leur permettre de faire prévaloir cet acquis et ainsi en jouir pleinement quant à la santé sexuelle et reproductive. C'était au cours d'une journée de sensibilisation organisée par la maternité de Kitambo avec l'appui de l'organisation non gouvernementale IPAS. Le but de cette journée était aussi de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle en assurant une bonne communication sur les droits des femmes en général et le droit en santé sexuelle et reproductive en particulier. On écoute le docteur Mike Poy de IPAS au micro de Genovich Boa. En tant que femme, vous êtes celles qui peuvent à un moment donné changer la trajectoire. Cette journée de la femme est toujours une journée de réflexion sur quelle est la trajectoire que la communauté prend pour la protection et la promotion des droits de la femme. Et je suis content aujourd'hui que la maternité de Kitambo ait organisé cette journée comme étant une journée de réflexion qui permettra à chaque personnel de pouvoir réfléchir sur
qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour changer la trajectoire pour la promotion des droits de la femme et la protection des jeunes filles qui sont en train de grandir dans nos différentes communautés. Je participe à cette activité pour montrer notre accompagnement en tant qu'organisation pour le droit de la femme, montrer notre engagement pour améliorer, contribuer à changer la trajectoire pour aller vers les conditions qui permettent à la femme de pouvoir éclore son potentiel, de faire bénéficier à la communauté ce qu'elle a de plus fort, ce qu'elle a de plus puissant, son autonomie, son amour, son abnégation pour la société. Le docteur Mac Poy de IPAS, prise en charge des enfants souffrant des troubles du spectre de l'autisme en RDC. Le sujet sera débattu ce samedi au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Cette activité initiée par le CMA, Centre d'évaluation et d'intervention pour enfants avec handicap mental et autisme, se tient dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme prévue ce samedi 2 avril 2023. Cette journée vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble de développement. Selon le professeur Joachim Moukaou, le psychopathologue, expert en autisme, l'objectif de la conférence prévue à Kinshasa, c'est de faire un plaidoyer en vue de redéfinir la politique concernant l'accompagnement des familles dont les enfants sont affectés par l'autisme. Il précise que la conférence est ouverte à tout le monde ce samedi et 1er avril 2023. Professeur Joachim Moukaou est au micro de Peggy Wabeno. Pour nous, au Congo, cette fois-ci, nous allons présenter les résultats de recherche et croiser entre les professionnels sur le retentissement du vécu avec les enfants qui ont l'autisme au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé mentale des parents, des éducateurs, des frères et sœurs et même des aidants. Le fait de vivre avec un enfant et qui a le spectre de l'autisme, ça bouleverse pas mal les parents et alors ça entame la santé mentale de tous les partenaires. Nous invitons tout le monde de venir au centre Wallonie-Bruxelles sur l'avenue de l'Équateur numéro 21. L'entrée c'est en face de l'immeuble BCDC Equity à la Gombe. Tout le monde est censé venir, les parents, les scientifiques, les professionnels, même les curieux, même les partenaires. Nous avons invité le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, le ministre de la Santé, des Affaires sociales, même des personnes vivant avec handicap. Ce sont les concernés directs afin qu'ils viennent parce que notre objectif c'est de faire un plaidoyer en vue de redéfinir la politique concernant l'accompagnement des familles dont les enfants ont l'autisme pour améliorer quand même la quiétude des familles, mais aussi voir comment on peut réconforter les services qui s'occupent de cette prise en charge pour la formation du personnel. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde de Jacques Zinga. Merci à Dani Zayobi qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube. Merci à Rachel Insiwe et Eric Lukoki qui ont participé à la rédaction. Merci à Pascal Kapalé qui était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence.